Un des leitmotifs d'ici, c'est que l'étape ultime de la complexité est la simplicité. L'envie était très forte d'aller à l'extrême. On a toujours aimé travailler sur des produits extrêmes, des produits disruptifs. Chaque nouveau développement R&D, c'est un véritable challenge. La RD5 est une série limitée de 150 pièces. Elle est construite autour d'une boîte en titane et en BMG. Le mouvement tourbillon et chronographe avec les nouvelles fonctionnalités. Un chronographe pour les experts, dédié aux collectionneurs, il y a des points clés à respecter. On a travaillé avec un souci d'augmenter l'expérience utilisateur avec vraiment quelque chose qui est agréable non seulement à voir ou à entendre ou à toucher. Le point fort de cette RD5 est justement un travail extrême sur le toucher de ces poussoirs. Au bout des doigts, on a 100 fois plus de terminaisons nerveuses que partout ailleurs dans le corps. On s'est pas mal inspiré de ce qu'on a sur les smartphones, les smartwatches. C'est les codes un peu actuels en termes d'ergonomie. Donc est-ce qu'on arriverait à les garder, mais en restant complètement mécanique? C'était vraiment un petit peu la base de ce projet aussi. L'idée, elle est géniale, je pense, c'est d'augmenter l'expérience utilisateur tout en décomplexifiant les mécanismes. Pour créer cette montre, je suis reparti de l'habillage de la Jumbo, mais tous les composants ont été totalement revus. Techniquement, c'est un nouveau challenge. Le mandat était simple au départ de créer ce chronographe. Plus on avançait dans la conception, plus on se rendait compte qu'il y avait des contraintes techniques qui me faisaient revoir systématiquement tous les composants. Ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de l'épaisseur, c'est que, comme on disait, on part sur la Jumbo. C'était déjà la première fois qu'on mettait une complication dans cette boîte, ce qui était déjà un challenge à l'époque en termes d'épaisseur. Là, il faut imaginer, on part de la même boîte, on garde le même tourbillon au même endroit et on veut y rajouter un chronographe complet à l'intérieur. Ça veut dire mettre la complication de chronographe dessous. Il faut également mettre des aiguilles côté cadran. Donc en fait, on rajoute de l'épaisseur dessus et dessous. La première chose qu'on a dû faire, c'était comprendre un peu si on a moins d'énergie, c'est quoi la conséquence au niveau de nous, la conception du mouvement. On a dû vraiment réinventer le concept. On a remplacé le cœur et le marteau qui sont un peu la base de ce système de remise à zéro. Puis là, on les a remplacés par un système plutôt de crémaillère et de pignon. Par contre, on a un râteau qui va, lui, de manière rétrograde, se débrayer et retomber. C'est grâce à ce râteau qu'en fait, on va garantir toutes les fonctions de la montre. Mais également, c'est ce râteau qui va permettre donc la remise à zéro de manière rétrograde. Donc ça veut dire beaucoup moins de perte d'énergie au final. Cette énergie, au lieu de la gaspiller, on va l'utiliser justement pour incrémenter le compteur de minutes. Au départ, c'était pas intuitif pour nous de faire quelque chose d'aussi fin pour un chrono. C'est très plaisant justement à utiliser. On peut dire qu'on a réinventé le mécanisme du chrono. Le tout premier prototype qu'on a fait, c'était vraiment juste un râteau, un pignon, une aiguille, rien d'autre. Le projet aurait presque pu s'arrêter lors de ce premier calcul en fait, ça s'est joué à rien. Un petit peu comme au final dans la RD4, donc l'universel avec la partie rattrapante qui est inscrite dans le roulement à billes, sauf que on doit plus mettre juste une rattrapante, mais on doit mettre toute la complication du chronographe inscrite dans ce roulement à billes. Donc ça permet en fait d'avoir les deux fonctions donc de masse et puis de chronographe vraiment dans la même épaisseur. Toi, ton défi, c'était quoi? C'était de réaliser une aiguille équilibrée et la plus légère possible. C'est pour ça qu'on est parti sur de l'aiguille monobloc en titane. Parce que ça passe des glaces aux couronnes et poussoirs. Tout a été repensé pour optimiser les sensations d'ergonomie client. J'ai un petit poussoir qui se dégage et qui me permet de corriger l'heure en conséquence. L'inspiration, ça vient un peu des stylos billes qu'on vient presser et en fait qui prennent plusieurs positions en fonction de si la mine est sortie ou rentrée. Et en fait, on retrouve la même chose au niveau de cette couronne.
va parler de la disposition des pièces. Ça, c'est aussi un secret, la symétrie. N'importe quel mécanisme, on vise la symétrie sur l'axe 12-6. L'idée, c'est vraiment d'étaler toutes les fournitures d'une manière cohérente et entre elles. Ça, c'est aussi anthropologique. Moi, je me souviens très bien d'un moment, tu construisais d'une manière absolument symétrique. Un râteau à gauche, un râteau à droite. Si je fais une symétrie inversée, j'arrive à résoudre tout un tas de choses. Si vous suivez un peu le chemin de l'énergie, on va partir de la seconde, on va monter dans ce râteau, puis la bascule qui incrémente les minutes, puis la bascule qui incrémente les heures, jusqu'à ce fameux râteau des heures. Et en fait, on a vraiment une construction en spirale qui permet de tout étaler, du coup d'avoir aussi un mécanisme qui est plus plat et qui esthétiquement est assez harmonieux, assez équilibré. Au final, ce qu'on aime bien aussi, c'est que la technique soit assez lisible. C'est-à-dire que les interactions entre les pièces, on a essayé de les mettre en valeur à travers ce mouvement. Quelqu'un qui passe un peu de temps à regarder l'arrière de sa montre va vraiment voir l'interaction de toutes les pièces, donc des râteaux, des pignons, des sautoirs, des différents becs. On a vraiment la possibilité de comprendre le mécanisme juste en le regardant. Là, on retrouverait typiquement le fameux râteau qui est un peu la pièce maîtresse de ce nouveau chronographe qui va faire toutes les différentes fonctions. On va pouvoir retrouver une nouvelle pièce qui sera emblématique de cette technologie de chronographe. Donc là, c'est une sorte de grande pièce centrale qui en fait permet, quand on fait la remise à zéro, de libérer justement l'énergie de tous les râteaux pour effectuer la remise à zéro. Un autre point qui est mis en évidence en bleu, c'est cette masse oscillante. En fait, ça résout beaucoup de choses au niveau artistique. Il y a plusieurs symboles là-dessus. Un symbole très fort est un rappel au fameux calibre de 1120, avec l'anneau complet périphérique. Ce calibre des années 60, c'était une masse tenue au centre, mais à l'époque, il n'y avait pas de roulement à billes. C'est très efficace au niveau énergétique. L'idée, c'est de récupérer un peu cette silhouette, cette signature Audemars Piguet qui l'a caractérisé pendant 50 ans plus. Alors là, on a beaucoup parlé de toucher, de manipulation, de courses courtes, mais ça peut être des visages, la lecture différente, de fonctions qu'on utilise de manière générale. Et tous ces éléments-là doivent favoriser une ergonomie optimale. On a l'impression qu'on ne peut pas vraiment se tromper en gardant l'ergonomie comme fil rouge. C'est pas de mettre juste plein de complications le plus possible ou des choses un peu délire d'ingénieur des fois. C'est vraiment que ce soit fonctionnel à chaque fois, que l'utilisateur le ressente à la manipulation. Il n'y a pas de littérature sur l'ergonomie intuitive, mécanisée. Donc on amène quelque chose vraiment à l'horlogerie. On crée un toucher qui est identifiable, qui est vraiment propre à Audemars Piguet au niveau du chrono. Et à la fin, l'utilisateur, justement, lui, il ne se rend pas compte de tout ce travail. Le but, c'est qu'il ne s'en rende pas compte. C'est qu'il ait juste une montre qui soit intuitive, qui soit élégante à porter, qui soit fonctionnelle et qui fonctionne bien. Une évolution de rupture qui amène quelque chose de fondamentalement nouveau. L'entreprise met les moyens pour pouvoir générer ce genre de nouvelles choses, de nouveaux produits qui après vont nous donner un jalon dans l'évolution de la marque et dans ce qu'elle va devenir et dans les techniques et technologies qu'on va utiliser dans le futur.